Zikonsese mbenimio ata mambwe pomino bekami kankonsese mbaramio ata diop mambwe pomino bekami yolintina womane. Comme un homme, chaque peuple s'est souvent demandé d'où il vient pour envisager là où il va. C'est dans cette logique que certains peuples ont archivé les faits marquants de leur histoire. Par contre, d'autres peuples, comme le village Ntolo, dans le canton Bakaka au Cameroun, ont jusque-là utilisé la méthode dite de la transmission orale. Cette dernière méthode présente un risque grand quant à la fidélité du discours. Pour résoudre à cette problématique, nous avons entamé des travaux de recherche et de recueil auprès de certaines personnes ressources. Nous espérons que dans la suite de ce récit, les fils et filles de Ntolo auront plus d'éléments pour comprendre et expliquer leur origine et leur identité. Alors, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Je vais m'exercer à raconter un peu l'histoire d'Ntolo que j'ai recoupé auprès de certaines personnes. Je ne pense pas détenir la vérité, mais je restitue ce que j'ai eu des autres. Et c'est dans cette optique que Tepa et moi, nous sommes à la recherche, vous avez suivi son introduction, nous sommes à la recherche des informations pour essayer de reconstituer l'histoire d'Ntolo. Donc, toutes les bonnes volontés sont entendues pour que ce travail se fasse ensemble. Nous avons fait un travail, nous sommes en train de faire un travail préliminaire, mais ce n'est pas la fin. Les portes sont encore ouvertes pour qu'on puisse élaborer. Nos enfants puissent bénéficier, n'est-ce pas, du fruit de notre travail, pour le bien de tout le village et peut-être de tout le Cameroun. Parce qu'il ne faudrait pas il faudrait qu'on rentre dans l'histoire. Les autres peuples sont rentrés dans l'histoire à partir de leur propre histoire. Il faudrait aussi que Ntolo pense à rentrer dans l'histoire à partir de son histoire. Donc, au départ, Ntolo, c'est la deuxième appellation. Ntolo et Koro formaient un village qui s'appelait Nkongwame. Ça, c'est l'histoire avant l'arrivée des colons, l'arrivée des premiers missionnaires. Alors, il était question que le premier chef de ce village Nkongwame qui veut dire 8 quartiers, donc il y avait 5 quartiers à Ekoro et 3 quartiers à Ntolo. Les 3 quartiers de Ntolo, devenus aujourd'hui Ntolo, s'appellent Ntolo Moko, Ntolo Mben et puis Mken. Le tout premier chef fut le chef de Ntolo, qui s'appelait Esambomban. Il était convenu qu'à le décès de Esambomban, au lieu de passer le témoin à son fils, il passait le témoin à ses frères de l'autre côté. Ce qui a été fait. Mais quand celui de Koro, celui de l'autre côté, parce qu'il n'était pas encore, c'était pas encore Ekoro, venait à mourir, lui il a plutôt passé le témoin à son fils. Et les gens du bas, appelés aujourd'hui Ntolo, se sont dit non, c'est pas ce que nous avons convenu. Et ils se sont dit, si c'en est ainsi, bon, on va se diviser. Voilà comment on est arrivé à avoir Ntolo et Ekoro. Et les populations, vous savez, il y a eu des vagues de migration. On ne peut pas situer exactement d'où sont venues les populations de Ntolo et Ekoro. C'est des vagues de migration.
que les gens effectuaient qui ont amené des gens à s'installer de part et d'autre. Et pour la petite histoire, il y a des villages un peu plus loin qui sont constitués des villages des habitants d'Ntolo. Après Eboné, quand tu vas vers Mangamba, il y a un village qui s'appelle Ekom Tolo. Ça veut dire Ekom, les gens d'Ntolo qui allaient à Mangamba et se reposaient dans ce village, dans ce lieu, en ce lieu, et c'est devenu un village. Donc ça veut dire les gens d'Ntolo qui se reposaient dans ce village. Ça s'appelle Ekom Tolo. Donc les gens d'Ntolo se reposaient dans ce village. Donc voilà un peu comment les communautés de toute la localité se sont, et en principe c'est d'Ntolo puisque nous parlons d'Ntolo. C'est des vagues de migration qui sont venues, nous dit-on, d'une cam. Ils sont montés vers le mont Maningouba et en redescendant maintenant, les gens s'installaient par vagues. Voilà comment on a constitué le village d'Ntolo. Alors, l'origine du nom d'Ntolo, je vais citer une personne qui a essayé de me donner cette origine, c'est Papa Isaka Epane, est-elle, qui était considéré ici chez nous comme un historien. Et qui me disait, parce que je lui avais posé la question, ça fait des années que je fais des petites recherches comme ça, il me dit, le nom d'Ntolo vient du nom de émerveillé, c'est-à-dire en notre patois, Tolé. Parce que quand les premiers habitants sont arrivés ici, pour s'installer, ils ont trouvé que ce lieu était magnifique. Et c'était, pour eux, ça les captivait. Donc, ils se sont dit, ah, l'autre Tolbi. Mais dans le bon sens, l'autre Tolbi, ça veut dire que ça ne nous fait pas peur, mais ça nous attire plutôt. Donc, maintenant, dans la traduction française, c'est devenu une Tolo. Donc, parce que les Français ne pouvaient pas dire Tolé. Hein? Donc, ils ont traduit une Tolo. Donc, c'est comme ça qu'est devenu. Le nom de Tolo est venu. Donc, ça, je le dis encore, je tiens ça de la source, je tiens ça de Papa Isaka. Et c'est la seule personne qui a essayé de me donner l'origine de ce nom, parce que je lui avais posé le nom de Tolo. Je pense que nos ancêtres n'avaient pas tort. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi ils ont trouvé cet endroit magnifique et captivant? Vous imaginez les Allemands partant du bord de la mer, c'est-à-dire du Douala. Et à chaque fois qu'ils arrivaient dans un village, personne ne les acceptait. Ils disaient toujours, allez plus loin, il y a quelqu'un qui va vous recevoir. Allez plus loin, quelqu'un qui va vous recevoir. Dès qu'on voyait la peau blanche, les gens fuyaient. Et les courageux venaient leur dire, non, pardon, ne vous arrêtez pas ici. Allez plus loin, quelqu'un va vous recevoir. Et ce quelqu'un, c'était Nsilène Dondoki, donc notre chef. Donc, quand les Allemands sont arrivés ici, il les a reçus. Ça veut dire parler allemand? Pas du tout. Mais il était tellement courageux, charismatique, que lui, il a reçu les Allemands. Il gesticulait avec eux, au point où les autres étaient impressionnés de savoir que, mais attendez, comment ce chef, lui, il arrive à communiquer avec les Blancs, les gens qu'il n'a jamais vus, les gens dont les autres ont peur, des personnes dont les autres ont peur. Et il arrive tellement à communiquer avec eux, au point où il leur demande de s'installer chez lui. Bon. Donc vous voyez, c'est des éléments qui disent que nos ancêtres, c'était des gens qui avaient senti cette chose depuis fort longtemps. Alors, Ntolo est à sa 4e chefferie. Le tout premier chef, qui était le chef de Ntolo et de Nkongwame, c'était M. de Ntolo qui s'appelait Sambo Mbanga. À son décès, alors c'est donc son fils, Nsindone qui a pris les rênes. Alors, ce n'était pas son fils, c'était son cousin. Parce que son fils n'était pas encore en mature de prendre la chefferie. Et il y avait une autre raison, son fils n'était pas au village. Il était en service avec les missionnaires à Yabassi, donc il n'y avait personne. Donc son fils, son cousin,
qui était un homme dynamique, charismatique, a pris la chefferie. Il a passé le témoin. Après, Nsindonoki a passé le témoin à son fils qui s'appelait Ngange Sile. Et il est important de noter que Sambo Mbanga, non, Nsindonoki, avant de mourir, a dit à son fils Ngange Sile, donc le troisième chef, que après toi, il ne faudrait pas que tu passes le témoin à un de tes fils. Il faudrait que la chefferie rentre là où elle est venue. Parce que, j'ai dit tantôt, Sambo Mbanga était le frère au papa de Nsindondoki. Donc, Nsindondoki était le neveu de Sambo Mbanga. Donc, il a donc demandé, Nsindondoki a demandé à son fils, Ngange, que la chefferie rentre à la source, c'est-à-dire sur Sambo Mbanga, parce que Sambo Mbanga a des enfants. En l'occurrence, Sa Majesté est même Bongé, aujourd'hui, qui est chef. Et donc, comme ça, quand Papa Ngange venait à mourir, au lieu de passer le témoin à un de ses fils, parce qu'il en a beaucoup, il a respecté les conseils que lui a donné son papa. Il a donc il a passé le témoin à Sa Majesté État même Bongé. Joseph, qui est un fonctionnaire de police retraité. Mais il faut aussi souligner que déjà lors de la chefferie, du moment où Nsilène Dondoki était aux commandes des choses, non, Ngange Nsile, je m'en vois évidemment. L'administration avait commencé parce que lui ne savait pas lire. L'administration avait commencé à ne plus être très d'accord avec les chefs qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas parler français. Il fallait donc qu'il trouve quelqu'un qui travaillait avec lui. Donc, là, il a coopté mon papa. Ngile Njume Eugène. Il a travaillé avec Ngange Nsile pendant des années. C'était son homme de main, lit les courriers, assistait dans l'accomplissement de ses missions, administrativement. Après, à son décès, le chef actuel, État-Major Joseph, a fait de mon papa son représentant parce que lui était fonctionnaire, il était en ville. Donc mon papa était déjà représentant. C'est lui qui dirigeantait les histoires du village. Et quand M. État-Major venait, il lui rendait, il lui rendait visite. Il lui rendait compte. Après le décès de mon papa, il a pris mon oncle, Béné Joseph. Et il a travaillé aussi avec lui. Et quand j'arrive ici en 89, mon oncle commençant à être fatigué, il m'a un peu tiré, commençant à me dire, à m'introduire progressivement, parce que je me souviens, chaque fois qu'il avait un courrier de l'administration, lui il savait lire, hein, c'était pas le cas. Mais il sentait qu'il n'avait plus assez de force. Chaque fois qu'il recevait un courrier, il me l'envoyait, sans que je lui demande. Non. Il dit, bon, l'état de gomna, ma langue, son langue, son nom, ça veut dire que j'ai reçu un courrier de l'administration, du sous-préfet. Il faut que tu lises et que tu viennes, qu'on discute ensemble. Donc c'est comme ça qu'il avait commencé à m'introduire dans ces choses-là. En 2013, après son décès, bon, le village ne pouvant pas rester sans un petit guide, quoi. Parce qu'il faut, je souligne toujours que c'est État-Major Joseph qui est chef du village. Donc, il a décidé, il a consulté, il a fait des consultations, qu'il devait choisir un représentant. Et il me l'annonce, je ne savais même pas qu'il avait consulté les gens. C'est après que j'ai entendu qu'il a consulté les gens. Et tous étaient unanimes que c'est moi qui devrais assumer ce rôle. Alors, je ne sais pas, je lui ai dit, je ne sais pas si j'ai les épaules fortes. L'âge pour essayer de mener à bien ce travail. Il me dit, non, ça va, si les gens ont pensé que c'est toi. J'ai longtemps hésité,
C'était pas facile, mais bon, comme je pense humblement que si le village m'a tout donné, moi aussi je dois essayer de lui donner un peu de ce que je suis. Voilà pourquoi j'ai accepté ce travail. Alors, en ce qui concerne la chefferie, il faut également signaler que la chefferie supérieure actuelle de Ntolo, de Lonako, est partie de Ntolo. Je vais faire un retour en arrière dans l'histoire. Dans le Mungo Nord, il y avait un seul chef supérieur du premier degré, qui était le chef de Mburuku pendant. Les colons, les Allemands, ils ont voulu faire de notre chef, Silen Dondoki, un chef de premier degré, un chef supérieur de premier degré. Il a dit non. Moi, je n'en veux pas parce que mon village est petit. Et c'est mieux que je trouve quelqu'un d'autre à qui je vais. Et donc, comme ça, au lieu de donner à Ndungue, il avait un contentieux avec Ndungue. Les grands villages à l'époque, c'était Ebone Ndungue, et puis c'était les villages proches en Tolo. Donc, il s'entendait mieux avec cela. Malheureusement, il avait pensé donner à Ndungue, mais il avait eu un différend avec le chef de Ndungue. Il a donc plutôt pensé au chef de Bonnet. Bon. Il donne la chefferie supérieure à Ebone. Mais, toutes les consultations, tout ce qui devait être décidé au niveau de la chefferie, au niveau de la tradition, au niveau de la coutume, Bénin, c'est décidé ici en Tolo. Si vous vous souvenez, l'inspecteur que nous avons consulté nous a dit que toutes les grandes décisions qui concernaient la communauté de Lonako, c'est-à-dire Bonentolo, tous les 23 villages, c'est décidé ici en Tolo. Et ça, c'est aussi notre, c'est un autre pan de notre, c'est un autre pan de, comment dirais-je, c'est un autre volet que nous entendons faire revivre. Parce que Ntolo est le berceau de la tradition Bakaka. Il faut que le monde le sache. Et c'est pas parce que je suis le fils de Ntolo que je le dis, mais beaucoup de chefs le disent. Et je vais vous dire, hein, il n'y a pas longtemps, quand nous étions en réunion avec le sous-préfet, non, l'an dernier, parce qu'il y a un problème de succession de la chefferie supérieure actuellement, le sous-préfet se posait la question, pourquoi ce problème ne s'arrange pas? Et le chef de Salmo, paix à son âme, il a dit, mais si ça ne va pas, Sa Majesté Eboa Bango, il a dit, ça ne va pas, il faut que ça retourne en Ntolo, parce que c'est venu de Ntolo. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. Alors, les particularités de l'histoire de Ntolo. Ntolo a des particularités qui sont un peu, qui sont pour nous des symboles très forts. Mais vraiment très forts. Il y a déjà, c'est un Ntolo dans tout le canton Bakaka, et peut-être, si je m'abuse pas, peut-être dans tout le Grand Mungo Nord, que fut construite la première chapelle de l'église. Ce bâtiment est encore debout aujourd'hui. J'aurais bien voulu qu'on aille filmer. Alors, ça c'est d'un. De deux, la cloche. Ntolo fut le premier village qui a une cloche venant peut-être de la Suisse ou des Allemands, je sais, de l'Allemagne, je ne sais pas. Mais il y a aussi une histoire à cette cloche. Je vous dis, Ntolo ne s'appelle pas Ntolo. Ntolo s'appelle Ntolo Bomaline. Je vais vous raconter l'histoire de Bomaline. C'est-à-dire, si tu dis Ntolo, quand nous sommes en réunion, par exemple, on dit, les qui sont assis, Benjabedia, Ntolo. Pour répondre, on dit Ntolo. C'est-à-dire les habitants de Ntolo. Benjabedia, Ntolo Bomaline. C'est ça qui donne. Parce que c'est un truc, c'est une force, c'est un témoignage vivant de ce que nos ancêtres ont fait pour nous. Alors tout part de cette cloche.
nous avons une chapelle, la toute première. Il fallait, notre chef, Sylvain Dondoki, il a demandé à ses Allemands de lui apporter une cloche. Et comme le train passait, il y avait une seule gare à Ndungue. Et tout se transportait à l'époque par train. Même les courriers, on les recevait par train. Vous voyez partir de Douala, on déposait à la gare et puis on distribuait aux gens. Alors, la cloche arrive à Ndungue et le chef de Ndungue s'accapare de cette cloche. Il dit, c'est pour moi. Ça a failli créer ça a créé des tensions vives entre le village Ntolo et le village Ndungue. On ne sait pas par quelle alchimie. Ndungue, Ntolo c'est 4 fois, Ndungue c'est 5 fois Ntolo. Hein. C'est un grand village. Et beaucoup ne pensaient pas que cette cloche reviendra à Ntolo. Mais on ne sait pas par quelle alchimie. Quelle ruse notre chef a utilisée pour que cette cloche revienne ici. Alors c'était une victoire. Alors, il y avait un natif de Ntolo qui travaillait à l'extérieur. Quand il a appris l'histoire, il se rend compte qu'il vient au village et il trouve la cloche. Il demande ce qui s'est passé. On lui raconte l'histoire, il lui raconte l'histoire. Il dit, vraiment, les gens de Ntolo sont des beaux malins pour avoir récupéré cette cloche. Et nos parents, disons nos ancêtres qui ne savaient pas parler français, ils ont dit que leur fils a dit que les gens d'Ntolo sont beaux malines. C'est-à-dire, beau malin est devenu beau maline. Donc pour nous, beau maline, c'est un mot qui très fort qui. Voilà. Pour me résumer, donc il y a la chapelle, il y a la cloche, il y a le stade mythique. C'est encore Ntolo qui a eu le tout premier stade de football qui est en face de la maison. C'est Ntolo qu'est parti l'évangile dans toute la contrée. Parce que les premiers missionnaires sont partis d'ici. Et c'est ici à Ntolo qu'on a créé la première école biblique, devenue aujourd'hui faculté de théologie protestante à Ndungue. Elle a vu le jour ici, dans ce bâtiment. Alors, je ne sais pas exactement en quelle année le bâtiment construit là. Ce bâtiment a été construit, mais d'après les informations que j'ai reçues, la chapelle a été construite en 1907. Et juste après la chapelle, ce bâtiment, qui aujourd'hui est devenu un centre de formation de l'église évangélique, a été construit juste après. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle année. Également, il y a une autre particularité du village Ntolo. Le chef Sylvain Dondoki, vous savez, c'était un monsieur qui avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup d'enfants. Et il aimait particulièrement un enfant. Particulièrement. Et il pensait que, après lui, au lieu de passer le témoin à Ngangetsile, il passerait plutôt le témoin à celui-là. J'oublie son nom. Peut-être que je me souviendrai, mais j'oublie son nom. Et pour lui, il voulait lui faire un chalet, un palais. Il avait commencé à faire construire une maison en pierre. Malheureusement, ce palais étant arrivé à un niveau, le fils est décédé. Et il a aussi abandonné la continuité des travaux de ce palais. Donc c'est des faits marquants de Ntolo. Bien évidemment, ça a révolté son frère. Celui qui était finalement devenu le prochain chef après le papa, donc Ngangetsile. Ce qui a fait qu'il est parti du village, il allait habiter ailleurs. Parce qu'il n'était pas content, il ne comprenait pas que son frère, son papa,
puissent faire la distinction entre eux. Bon, malheureusement, la nature est ainsi faite, quoi. Voilà. Voilà quelques particularités d'un tolo. Il y a une autre particularité qui vaille. Il y a deux autres particularités qui valent la peine d'être citées. Parmi les 23 villages que constitue notre canton, si je ne me trompe pas, je pense qu'un tolo est le deuxième village à être électrifié. Et je crois parmi les 5 premiers villages à avoir une addition d'eau gravitaire. Donc, vous voyez que Dieu nous a tout donné. Maintenant, au niveau des particularités, je voudrais revenir dessus, c'est un oubli. Il faut dire que la toute première école a vu le jour en Tolo. Il y a beaucoup de fonctionnaires camerounais, hauts fonctionnaires camerounais aujourd'hui qui sont passés par Tolo. Parce que soit leur papa était missionnaire, était évangéliste, ils ont vu le jour en Tolo, ou alors ils ont fréquenté en Tolo. Je peux citer quelques-uns. Je pense que le papa du ministre un bonjour, c'est mon cocon bonjour. Pierre Moukoko Bonjo qui est ministre. Son papa est passé ici, je pense que lui-même il a vu le jour ici. Le feu ministre d'État, Robin Belambapin, a fait sa première école ici à Antolo. Le philosophe, il y a un philosophe là, de John Muelle. Il paraît qu'il est passé par ici. Il a été ministre aussi, pour cette université, des philosophes. Il a été ministre. Je pense que lui aussi il est passé ici. Peut-être que je me trompe. Toute personne. Donc, ça c'est une particularité de Tolo. Mais il y a une autre particularité. Le passage de la voie ferrée. Alors ça, je ne peux pas situer exactement, mais je pense que c'est dans la même foulée que la chapelle et la construction de ce bâtisse, c'est-à-dire des années 1900. Et nous considérons comme Israël, le pays d'Israël. Parce que Israël, on dit dans la Bible que c'est un peuple choisi par Dieu. Et nous pensons que nous avons été choisis par Dieu parce que nous avons beaucoup de choses que d'autres n'ont pas eues. Et en ce moment même, nous continuons à voir des choses qui peut imaginer dans la petite, parmi les 23 villages, nous qui avons eu le premier député, Père à son âme, Samuel Mokolo Banga, qui était un notable du village. Qui sommes-nous pour avoir le premier sénateur dans tout le Mungo, le premier sénateur élu, à la personne de Jean-Jules Bongengo. Mais nous avons tellement de bénédictions. Donc voilà pourquoi nous disons que Ntolo est comparable à Israël, dans le canton Bakaka, et parfois même dans toute la région du Mungo Nord. Il faut dire que l'histoire de la langue Bakaka, la langue Mka, je n'ai pas trop d'informations. Et ça, je disais que ça reste l'une de nos préoccupations. La première préoccupation, c'est de reconstruire l'histoire d'Ntolo avec sa tradition, sa langue. Nous pensons que on doit s'approprier, n'est-ce pas, du travail que Papa Iwane, Père à son âme, Iwane Itame a fait sur le travail Nkak, parce qu'il a travaillé sur la langue Nkak au niveau de la Société internationale de langue à Yaoundé. Donc, nous pensons que nous allons essayer de voir ce qu'il a fait pour essayer de faire naître à nouveau notre langue, parce qu'elle se meurt. Vous voyez, dans un petit village comme celui-ci, même nos mamans qui ne savent pas parler français, ils parlent français. Un français approximatif à leurs petits-enfants. Donc, du coup, beaucoup ne parlent pas notre patois, notre langue. Donc c'est même inquiétant. C'est-à-dire que nous sommes complètement
entre guillemets, déraciné. Mais j'ai bon espoir que, avec des jeunes comme Tepa Ebongue, le professeur Ebongue, et d'autres jeunes qui sont très motivés, je crois qu'on arrivera à faire quelque chose. À trouver déjà certaines pistes, et peut-être les autres vont pouvoir continuer à donner vie à notre langue. C'est ça l'objectif. Parce que nous n'allons pas tout faire. C'est un travail qui va se faire de manière évolutive jusqu'à ce qu'on obtienne un document définitif. Et lui et moi, on a souvent pensé faire des colonies de vacances pour essayer de faire venir des personnes. Parce qu'il y a des linguistiques qui peuvent nous aider à refaire notre langue. Donc, le jour à venir, nous y pensons fortement. On va de temps en temps faire des colonies de vacances où on va faire venir nos petits-enfants, les enfants d'autres. Et même nous autres, parce que nous, même moi qui parle là, je ne maîtrise pas. Le vrai Nka, je ne maîtrise pas. Non, non. C'est un peu le Douala, c'est un peu le Lingala, c'est un peu le Hondo, c'est un mélange de tout. Je dis, c'est pas le... Bon, c'est un peu comme ça. Alors, il faut dire qu'au niveau des coutumes et traditions, Ntolo n'est pas exempt des autres 22 villages. C'est les mêmes traditions. C'est-à-dire que nous avons jusqu'à présent des jours sacrés et des lieux sacrés. Malheureusement, on est tellement emporté par le modernisme qu'on on a abandonné toutes ces choses-là. La communication se faisait avec les tam-tams. Tam-tam, c'est... Je me souviens, dans la chefferie de Silène Dondoki, que je n'ai pas trouvé, mais dans la chefferie qu'il a laissée, il y avait un tam-tam qui avait... Pas, tu fais du bruit. Il y avait un tam-tam qui était, je crois, 10 mètres de long et avec une circonférence de plus de 100 de rayons. Et c'était un moyen de communication, non seulement pour le village, mais pour communiquer avec les autres chefs. Et quand il tapait sur ce tam-tam, s'il s'adressait au chef de Bakaté, le chef de Bakaté savait que son collègue d'Intro lui envoie un message. Donc c'était parti dans la contrée. L'autre particularité, j'ai dit tantôt que Ntolo n'est pas exempt du canton. Nous avons la même tradition, les mêmes coutumes. Nous avons un rite. Et nous croyons à un mythe qui a fait ses preuves, qui s'appelle le Mwankou. C'est des initiés qui font partie de ce cercle pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Pour le faire venir, pour l'invoquer, pour... Voilà, c'est un cercle d'initiés. Il faut être initié pour faire partie de ce groupe. Tu n'es pas initié, tu ne feras pas partie. Moi, je ne suis pas encore initié à cela. Ouais. Il y a des initiés. Jusqu'à présent, ce n'est plus ce que ça a été avant. Mais jusqu'à présent, la dernière en date, c'était au deuil du plus vieux du village, qui est mort il y a quoi, 4 ans. On a toute une soirée, il a parlé, les initiés l'ont fait venir, il a parlé, voilà. Et au niveau de valeur, Ntolo avait une particularité, la solidarité à toute épreuve. Il suffisait que quelqu'un, un habitant d'Ntolo, qu'on dise qu'il a un malaise ou un malheur, soit qu'on l'a accompagné à l'hôpital, c'est tout le village, surtout les mamans, qui se déportent auprès du malade. La même nuit, sous la pluie, tout le monde. Aujourd'hui, c'est une valeur qu'on est en train de perdre aussi. L'individualisme est en train de... L'égoïsme est en train de nous envahir. Et comme nous ne restons jamais, nous refusons d'être pessimistes, on reste optimistes. Toutes les volontés conjuguées
on arrivera. Parce que quand on est en réunion, ça revient. Qu'est-ce qu'on est devenu? Pourquoi c'est parti? Vous voyez, par le moment où les gens commencent à se poser des questions, c'est qu'ils cherchent des solutions. Donc là aussi, il y a un bon espoir. Ça, c'était une valeur forte d'Ntolo qu'on n'aimerait pas perdre. C'est-à-dire cette solidarité agissante, cette solidarité forte. C'est-à-dire quand tu étais en malheur, c'était le malheur de tout le village. Quand tu étais en joie, c'était la joie de tout le monde. Quelles sont les dates et événements importants du village? Je vais me risquer de donner quelques dates que j'ai toujours reçues des uns et des autres. Il est dit que le premier missionnaire allemand, Huitwer, arrive en des années 1894. C'est ça dans Ntolo, avec son équipe. Ça, c'est la première date qui a marqué Ntolo, l'histoire d'Ntolo. La deuxième date qui est à cheval entre 1905 et 1910, la construction de la première chapelle dans toute la région et la construction du bâtiment qui c'est aujourd'hui du centre d'accueil de l'église évangélique du Cameroun. Ça, c'est des moments forts, des événements importants de l'histoire de... Alors, l'histoire de la cloche, je ne peux pas exactement... Je pense qu'elle se situe également dans les années 1905-1910, de la cloche. Donc voilà quelques... Il y a également la création de ce stade par nos parents en 1954. C'était le tout premier stade de football où les gens partaient de très loin pour venir jouer au football ici. Ouais. Voilà quelques événements marquants. Alors, quels sont les plats qu'on mange ou qu'on a mangé en Ntolo? Selon nos petites recherches, et là je vais citer une matriarche que nous avons rencontrée. Mandonga, nous sommes allés la rencontrer à Tombelle. Elle a dépassé une centaine d'années. Elle nous a dit, leur maman, ou alors leurs grands-parents, ils mangeaient des choses crues. Ils n'avaient pas, ne savaient pas préparer. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions. On est parti des choses non préparées à des choses préparées. Aujourd'hui, nous qui vous parlons aujourd'hui, on a trouvé des plats qui, malheureusement, sont aussi en train de disparaître au profit des plats modernes. Et ça va regret que je parle de certaines choses, parce que mes enfants aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, heureusement mes enfants mangent des particularités comme le souk. Le souk, c'est un mec qui se mange un son de pluie, mais formidable. C'est-à-dire que celui-là, on ne met ni du sel, ni de l'huile, ni du piment, mais il a un goût extra. Ça, c'est une particularité. Pas seulement d'Ntolo, mais tous les villages, de 23 villages du canton. Il y a également le mnioué. Le mnioué, c'est le haricot écrasé, mais le haricot, pas le haricot qu'on vend. C'est un haricot qu'on appelle haricot du village, qui la maman aimait aller cueillir, faire sécher, et puis préparer et l'écraser avec de l'huile, du piment, l'huile rouge, hein, du piment et du sel. Et ça se mangeait aussi le matin, le petit matin, comme le noué, comme le souk. Le souk, son eau, c'est... Il y a des gens qui préfèrent boire cette eau de souk que de manger le produit même. Alors, il y a des mets que moi des mets comme le cône. Le cône, c'est le coquille. Nous appelons le coquille. Mais il y a plusieurs variétés de coquilles. Hein.
je vais citer quelques-uns que moi j'ai vus. Donc, Songto, hein, c'est une façon de le préparer. Le Konoboto, c'est-à-dire que c'est une façon de le préparer. Ça se présente de manière différente. Kondoko, c'est une particularité. Konokol, c'est une autre particularité. Et nos ancêtres ou alors nos grands-parents, c'était tellement... Ils savaient qu'en mettant tel ingrédient dans le coquille, tu peux le manger sans avoir de l'indigestion. Il y a des coquilles que tu manges, tu as de l'indigestion, mais comme le coquille de col, konokol, tu le manges, tu n'as pas d'indigestion parce que le col, c'est un ingrédient, un condiment qu'on met dans la sauce et ça parfume le coquille. Donc, il y a ce qu'on appelle le bali qui se faisait avec les aubergines, qui se fait encore, certaines personnes. Hein. Moi, j'en ai mangé l'autre jour. Là. Quand je mange ça, vraiment, je marche pieds nus. Je n'ai pas de souliers, je mange avec la main. Le macabo avec l'aubergine écrasée dans l'huile rouge, un peu de piment, un peu de sel. Je t'assure, je mange. Quand je mange ça, je me sens mieux que celui qui a mangé du saumon ou je ne sais pas trop. Donc, c'est des plats que malheureusement nos enfants ne connaissent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le ndolé qui est devenu un plat national. Hein. Même notre coquille est devenue un plat national. Le ntindong, le bali, c'est la même chose. Donc quand on parle des plats camerounais aujourd'hui, il y a le 600. Le 600, c'est la morelle. Aujourd'hui, les gens préparent la morelle de la manière moderne. Non, moi je l'aime quand on la prépare de la manière traditionnelle. C'est-à-dire l'huile rouge, tu fais bouillir, tu ajoutes l'huile rouge, tu mets du sel, tu mets du piment. Alors que les autres le découpent, ils pressent d'abord, ils enlèvent le jus, ils jettent, et puis non, ça n'a plus de sens. Et vous voyez, tous nos tubercules, le macabo, le taro, le plantain, se préparent avec la peau. Parce que c'était cultivé bio. Oh, je dis bio. À l'époque, il n'y a pas le mot bio, mais c'était cultivé de manière sans engrais. Nos parents cultivaient nos grands-parents faisaient les cultures sans engrais chimiques. Ils utilisaient les restes de cuisine pour engraisser le champ. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Et on est en train de perdre beaucoup de choses. Bon, avec le retour timide de l'agriculture bio, je pense qu'on reviendra à ces bonnes manières. Alors, au niveau de la boisson ici, on avait de l'eau et puis le vin de raffia. Le vin de raffia que les hommes prennent dans une calebasse. Alors, je vais vous parler de la calebasse dans laquelle les hommes, au lieu d'avoir les verres, nos grands-parents utilisaient les calebasses. Et voilà, en voilà une, la calebasse. Et quand quelqu'un te donne sa calebasse pour que tu boives dedans, c'est qu'il t'aime bien. Jusqu'à nos jours. Il dit que tu es son ami, il a confiance en toi. Et tous les hommes d'un certain âge doivent avoir une calebasse. Et même pour recevoir un ami, il y avait la calebasse et puis la cola. La cola fait partie de notre tradition. Quand tu arrives chez quelqu'un et qu'il ne te donne pas une cola, il ne t'a pas accueilli. Alors, en guise de conclusion, nous voulons déjà remercier Marion et Raphaël qui nous ont permis de réaliser cette vidéo. Nous voulons remercier tous nos parents et nos matriarches et nos patriarches qui nous avons dérangés pour essayer d'avoir quelques informations. Et voilà, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, nous avons commencé un travail. Nous appelons
tous les natifs d'Ntolo et tous les sympathisants d'Ntolo à nous rejoindre pour qu'ensemble nous continuions à faire des grandes choses. Nous avons juste commencé. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. Parce que ça reste une quête pour nous. De rechercher, fouiller. On va continuer à fouiller. Et tous les âmes de bonne volonté sont attendus ensemble. On avance ensemble dans la réalisation définitive de ce travail. Et de savoir, parce qu'il est toujours important de savoir de là où on vient, de savoir là où on va. Merci. Andoro,